Réconciliation nationale et cohésion sociale sont au menu de l'audience du jour du tribunal de l'actualité. Au lendemain de la célébration, le 16 mai, de la journée internationale du vivre ensemble en paix et à la veille de la journée nationale de jeûne et de prière décrétée par le gouvernement burkinabé pour ce 20 mai. Autour de moi, pour cette ultime audience de la semaine, le Collège des juges au grand complet. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, président Tomogui. Bonjour, juge Ba. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, président Tomondi. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Juge Ba, bonjour. Juge Bougma, bonjour. Président, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à à votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants de l'actualité sur Watt FM, la radio 100% urbaine que vous captez sur 100.7 en modulation de fréquence. Vous nous regardez également sur la télévision interactive Tru TV et nous suivez sur nos plateformes numériques. Et voici donc venu le temps des avant-propos que je convoque à présent. C'est le temps des avant-propos, un instant privilégié au début de chaque audience du tribunal de l'actualité. Nous commençons avec Bernard Bougma. Merci, président. Là, vous me jouez un tour. Je vous prends de court. Je peux. Oui, Geoffroy Vara. Il voulait rassembler des chiffres. Merci. Moi, mon avant-propos, ça concerne le match d'hier, suivi avec beaucoup de passion. C'est Burkina-Mali. Et il y avait même des gens qui avaient le cœur qui balançait, même si bon, c'est clair que les étalons étaient ceux-là qui étaient supportés, 2-1, et les Maliens n'ont pas démérité. Les deux buts, je pense que c'est Ousmane qui avait marqué sur penalty, et puis l'autre c'est Bougma, c'est ton frère, et c'est lui qui a marqué, donc ça faisait 2-1, pour le plaisir en tout cas des Burkinabés, parce qu'on a regardé le parcours de ces étalons-là, qui sont tombés pratiquement limite face au Sénégal. Dernier c'était des tirs au but, et le dernier, on a été malheureux, mais pour ce qui est de cette compétition avec le U17, on s'en sort avec quand même le bronze. C'est bon à prendre, et puis je dis c'est des enfants qui sont talentueux, qui ont fait rêver, et puis il y a des Maliens aussi qui l'ont pas démérité. En tout cas, on sent que dans la plupart des pays, il y a un bon vivier pour ce qui est de ce football-là. On espère que cela sera entretenu, notamment pour celui burkinabé, et qu'on ait à un moment donné aussi des seniors qui fassent rêver autant. Ça, c'était la bonne note, hein. C'est une bonne note donc, pour le football burkinabé. Les étalons ont gagné la médaille de bronze donc, à cette compétition. Ils seront donc au mondial de leur catégorie, en attendant les seniors qui viendront bientôt donc, en janvier du côté de la Côte d'Ivoire. En attendant que le juge Bernard Bougma se prépare, vous êtes prêt pour votre avant-propos? Merci, Président. Je voudrais ce matin revenir sur un phénomène que j'ai remarqué de plus en plus. Peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de banalisation de la vie humaine et de la mort des nôtres sur le terrain. On remarque de plus en plus que des VDP tombent, des forces de défense et de sécurité tombent. Mais c'est comme si de rien n'était, c'est comme si la vie continuait, et puis il n'y a rien. Je me pose des questions, il me semble qu'à un moment donné, les autorités avaient voulu cela comme une sorte de stratégie, de ne pas communiquer trop sur nos pertes. Mais je crains que ce silence, cette omerta autour des victimes du terrorisme crée l'effet contraire. Parce que de plus en plus des populations, des familles se plaignent et s'inquiètent du silence autour justement de leurs parents tombés. Et je pense que quand on se bat pour son pays et qu'on tombe les armes à la main, on doit pouvoir avoir la reconnaissance de ce pays-là, la reconnaissance des efforts du sang versé. Ça peut contribuer à galvaniser davantage ceux qui sont toujours sur le front en train de se battre. Mais quand il y a une sorte d'omerta, de silence total, ça peut produire un effet contraire. Et je voudrais donc inviter nos autorités à revoir comment on peut mieux valoriser ceux qui tombent au front, les enterrer dignement avec tout le respect
qui va avec tous les honneurs qui vont avec. Et je voudrais donc insister là-dessus et dire encore courage à tous ceux qui se battent au front pour nous permettre d'être en sécurité dans ce pays. Courage et hommage à tous ceux qui se battent au front, et il leur faut donc une fin digne, un hommage de la nation, mais on verra comment tout cela se met en place. Juge Bernard Bougma, vous êtes prêt maintenant? Oui, en fait, je parle d'économie, donc de crypto-monnaie, où aux États-Unis, le département de la justice entend accentuer les actions contre les crypto-monnaies. Et ce sont selon les propos de choses. Eun-Young Choi, c'est ce nom-là d'ailleurs, c'est Eun-Young Choi, qui est à la tête de cette division-là, d'une division chargée des crypto-monnaies au niveau du département de justice, qui disent qu'il pourrait en tout cas durcir la répression contre, dans le milieu des crypto-monnaies. Parce que ce qui est mis en évidence, ce sont c'est pas seulement la répression, mais c'est beaucoup plus la question du blanchiment. Parce qu'il dit que c'est un domaine qui facilite le blanchiment d'argent à travers des actifs numériques, que ce soit directement ou en ne mettant pas en place des mesures appréhendées pour l'identification des utilisateurs. Donc, il n'y a pas suffisamment de mesures, et comment on appelle ça, de leviers sur lesquels vous pouvez utiliser pour identifier les utilisateurs. Il y a beaucoup de blanchiment à l'intérieur et c'est un domaine où il y a beaucoup plus de confidentialité. Donc vous ne pouvez pas avoir l'identité réelle de qui se cache derrière tel et tel. Donc ce qui fait que les Américains qui surveillent certainement de très près les questions de blanchiment d'argent, d'enrichissement illicite entendent, comme on appelle ça, renforcer le dispositif de répression. Chez nous, ça soulève de la controverse. Nous ne sommes pas forcément au stade de dire c'est bien ou c'est pas bien. On voit des pubs, des gens qui disent qu'ils forment en crypto-monnaie, il y en a qui disent qu'ils se sont enrichis là-dedans, mais on a un État qui, pour ces questions, je ne pense pas qu'on l'appréhende avec la même ferveur. C'est-à-dire que c'est de regarder en quoi est-ce que c'est bien ou en quoi est-ce que ce n'est pas bien et prendre les mesures qui vont avec. Mais je pense que c'est beaucoup plus... Là, j'ai l'impression que ça ne nous intéresse pas pour le moment. Alors que quand on parle de crypto-monnaie, aujourd'hui, il y a beaucoup de milieux où vous avez des jeunes qui disent qu'ils n'investissent que dans ça et qui trade, mais qui passent par ça pour avoir leur argent. Mais un État, je dis, la responsabilité d'un État également, c'est pas de fermer les yeux, c'est de regarder et voir qu'est-ce qui peut être fait en termes de régulation, en termes d'organisation, mais aussi pour voir est-ce qu'il n'y a pas aussi des dividendes à prendre là-bas pour le fisc. Aussi tant est que c'est bien. Si ce n'est pas bien aussi, s'il y a de la répression à avoir, c'est aussi à un État de s'assumer. On ne peut pas... la loi de l'omerta ne peut pas régner comme ça. Il y en a qui se font plumer, il y en a qui se font de l'argent, mais la responsabilité, c'est que l'État doit également ouvrir un œil là-dessus et substituer les usagers dans cette affaire. C'est ce que je voudrais avoir comme avant-propos. Regardez donc du côté de crypto-monnaie, de toute façon, je crois que l'État prendra ses responsabilités en ce qui concerne ce type de finances, de monnaie. La Centrafrique a légiféré, je crois. Ah oui, tout à fait. Et on verra bien comment on évolue, puisque c'est une monnaie d'avenir, dit-on. Enfin, l'information est tombée ce matin, on ne pouvait pas la passer sous silence. Le médecin australien naturalisé burkinabé est enfin libre après 7 années aux mains de groupes terroristes. Il s'agit bien entendu de Arthur Kenneth Elliott qui a été enlevé depuis janvier 2016 du côté de Dori Yofravara. Oui, merci Président. C'est clair que c'est une nouvelle qui est bonne, intéressante, parce qu'on sait ce qu'il a été aussi pour une ville comme Djibo, parce qu'il y a contribué. Je pense qu'il avait une clinique qui avait quand même pas moins de 3 décennies. Et donc, imaginez le nombre de patients et on sait, pour pouvoir accepter d'officier dans des coins comme Djibo, et si vous voyez un peu, vous repartez longtemps en arrière, vous allez comprendre que c'était presque un sacerdoce. Donc, c'est normal aussi qu'il y avait une population qui avait été touchée aussi par cet enlèvement-là. C'était quoi, janvier 2016, et c'était lui et sa femme. Et là, on est dans les débuts d'un terrorisme qu'on ne maîtrise pas vraiment trop comme ça. Et c'était aussi un enlèvement qui avait fait grand bruit. Et je me rappelle que la dernière vidéo qu'on avait vue de lui, en tout cas présenté par ses ravisseurs, parce qu'il a, lui au moins quand il s'agissait de ses ravisseurs, cela avait été revendiqué
par Ansardine, qui est une branche de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc on sait clairement que c'est des islamistes qui l'avaient donc pris. Et la dernière vidéo, ce dont je me rappelle, c'était 2017. On me présentait avec d'autres otages, et c'était la dernière preuve de sa vie. Il a été enlevé quand il avait 80 ans, donc ça veut dire qu'il 82 ans. Voilà, 82 ans, parce qu'il a 88 ans. Donc ça veut dire que on comprend clairement que c'était quelqu'un d'un âge quand même assez avancé, et la santé, surtout dans le contexte dans lequel il devrait évoluer, ne devrait pas être simple. Parce que quand vous êtes pris, on les voit après, ils sont tous décharnés, ils sont amaigris, parce qu'on sait que c'est jamais facile. C'est loin de la famille, et puis vous êtes dans un contexte où il y a forcément une torture morale de ne pas être avec les siens et de ne pas savoir ce qui va nous arriver le lendemain quand on sait comment ces messieurs-là opèrent. Et on a la nouvelle de la libération qui est tombée, parce qu'on apprend en même temps qu'il est retenu chez lui au pays. Hein. Bien sûr. Il a rejoint sa femme, qui du reste c'est Jocelyne. Elle aussi avait fait une vidéo où elle avait parlé, c'était en Foufoudé, si je m'abuse, pour lancer un appel encore à ce que son mari soit libéré. Donc c'est un peu tout ça que ça ramène à la mémoire lorsqu'on entend parler de la libération de Kenneth Elliott. Maintenant, derrière aussi, pour moi, il y a que faut pas s'amuser avec ce terrorisme-là. Vous voyez comment ils peuvent prendre quelqu'un en 2016, on ne va pas le retrouver alors qu'ils sont soit au Mali, soit ici. Vous voyez comment le réseau il est bien huilé. Ça veut dire que cette guerre-là, il ne faudrait pas qu'on la traite de haut. Le président, lorsqu'il disait qu'on s'est peut-être trompé pendant longtemps sur la capacité de nuisance de l'ennemi, sa force et tout, ce n'est pas faux. Parce qu'un rapt au Burkina, à Djibo, le monsieur se retrouve dans une partie ce n'est pas dans une autre partie du monde, hein, dans une partie entre le Burkina et le Mali pendant 8 ans. On ne peut pas le retrouver. C'est-à-dire que vous allez beau chercher, ce n'est même pas possible. Parce qu'ils ont la maîtrise des territoires sur lesquels ils sont. C'est ça qui est la vérité aussi aujourd'hui. Et ça veut dire que c'est des territoires auxquels nous n'avons pas accès. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc ça ramène beaucoup de choses en termes de réflexion à la tête. Et bon, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Et on est heureux qu'il ait pu rejoindre sa famille. Alors, Inoussa Ouedraogo, c'est une bonne nouvelle. Elliott Ouedraogo est donc rentré. Elliott Ouedraogo, il est devenu Arthur Kenneth Elliott est donc rentré à Perth en Australie. Chez lui, il a retrouvé sa femme et leurs enfants. Je suis très heureuse, a dit la ministre australienne des Affaires étrangères, que sa libération ait été obtenue et qu'il soit de nouveau en sécurité avec sa famille. Oui, en tout cas, nous sommes tous heureux d'apprendre cette bonne nouvelle-là, parce que Elliott, vous l'avez donné, Ouedraogo, il le mérite amplement. Oui, puisqu'il est naturalisé burkinabé. Il est naturalisé burkinabé. Donc c'est un de nos compatriotes qui a donné de sa vie à la ville de Djibo. J'ai eu personnellement la chance de le connaître parce que j'ai fait une partie de mon cursus dans cette ville-là. Et je sais combien les populations étaient effectivement touchées par l'enlèvement de ce monsieur. Je suis parfaitement d'avis avec les idées développées par Jujva. Je voudrais ajouter que ce qui est décevant aussi dans l'enlèvement du docteur Elliott, c'est le fait que nos autorités à l'époque avaient promis de tout faire pour le retrouver. Ça, ce n'est pas grave, ils n'ont pas pu le faire, mais ils avaient promis de tout faire pour garder à flot sa clinique, qui était une véritable clinique sociale. Et malheureusement, rien n'a été fait. Le personnel est resté longtemps à attendre la réaction de nos autorités qui n'est malheureusement pas arrivée. Et donc ce genre de comportement, ce genre d'attitude de nos autorités politiques qui vont à la rencontre des populations qui étaient déjà désespérées de voir leurs médecins enlevés, parce qu'il faut dire que le docteur Elliott et sa clinique étaient plus accessibles aux populations, malgré qu'on parle de clinique, c'est une clinique sociale, que certains services publics de nos administrations. Et donc, quand des autorités vont à la rencontre de ces populations à l'époque et promettent de maintenir cet hôpital-là,
au bonheur des populations et que par la suite rien n'est fait, ça pose des questions et ça désespère encore plus les populations. Mais je pense qu'il n'est pas tard pour bien faire. Et que cet hôpital qui demeure au centre de la ville de Djibo peut être récupéré d'une manière ou d'une autre. Et même si le docteur Elliott ne va pas revenir à Djibo, faisons en sorte que cet hôpital-là soit un symbole de la lutte d'un Australien qui s'est invité au Burkina, qui a aimé ce pays, qui a aimé Djibo et dont les malades venaient des 4 coins des pays de la sous-région, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, etc. C'est ce cri de cœur que je voudrais lancer et dire bravo à tous les acteurs qui ont maintenu le cap, qui ont interpellé toujours, qui ont appelé à la libération d'Elliott. Et ça nous amène à réfléchir, parce que ceux qui ont enlevé Elliott, effectivement, auraient pu lui ôter la vie. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ce sont des questions que nous devons nous poser et mieux adresser donc les réponses à la question de la lutte contre le terrorisme. Elliott, j'allais dire encore Ouedraogo, mais Arthur Kellett Elliott, qui a donc été libéré, il avait été enlevé en janvier 2016 en compagnie de son épouse Jocelyne. Jocelyne, elle, a été libérée juste un mois après, finalement. Après 7 années de détention aux mains de ses ravisseurs, Kellett retrouve la liberté. Oui, Bernard Bougman. Par rapport d'ailleurs au contexte de son enlèvement, ça coïncidait avec la double attaque du restaurant Cappuccino et de l'hôtel Splendide sur l'avenue Kwame Nkrumah. Aux premières heures de l'arrivée au pouvoir du président Kaboré, qui avait mis un gouvernement. Et d'ailleurs, dans la gestion de cette crise, on se demandait c'est qui coordonnait, parce que les passations de services n'étaient pas totalement effectuées entre le gouvernement de la transition et le gouvernement Paul Kabatiba qui venait d'être mis en place. On était dans la transition quand effectivement c'est arrivé. Donc c'est aussi, ça a été également un tournant. Pour précision, le gouvernement a été formé le 13 janvier. Il attaque le 15 janvier, oui, qu'a eu lieu donc cette attaque qui a attaque. Démarré dans une attaque de grande envergure. Exactement. En plein cœur de Ouagadougou. Tout à fait. Et à partir de ce moment, la lutte contre le terrorisme a pris une autre tournure. Le terrorisme au niveau du Burkina a pris une autre tournure. Après l'enlèvement, le premier acte terroriste, c'était aussi un enlèvement du Roumain au niveau de la mine de Tambao. Et puis les autres, c'était des attaques vraiment où il y a eu des morts. Donc là, c'était, j'ai dit, un tournant décisif, parce qu'à partir de ce moment, les choses vont prendre une autre tournure. Quelques jours après, c'est son épouse qui est libérée. On était toujours dans l'espoir, mais bon, les choses ont pris effectivement une autre direction. Mais sa libération sonne un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement pour sa famille, un ouf de soulagement pour ses amis qui, à Ouagadougou, lors de l'anniversaire de son enlèvement, ses amis depuis le Burkina tiennent des conférences de presse pour rappeler les circonstances, avoir une pensée spéciale et positive pour lui, plaider pour sa libération, et puis bon voilà. Donc c'est sûr que c'est aussi un ouf de soulagement pour ces personnes-là. Particulièrement, je pense à encore Roger Bimaoun, qui fait partie de ceux qui s'étaient investis pour sa libération. Donc plusieurs d'autres personnes, chacun à travers ce qu'il pouvait faire. Donc je dis ça sonne comme un ouf de soulagement. Mais en même temps, c'est aussi ce que juge Vaha a dit. Quelqu'un qui est enlevé autant d'années, sans nouvelles, l'on ne sait pas où il est. Mais je pense que c'est nous, les citoyens lambda, qui ne savons pas où parfois ces otages-là sont. Au plus haut niveau, souvent, c'est connu. Maintenant, ce sont les conditions de libération qui divergent. Parce que la réalité, vous avez vu à un moment donné, il y a eu une vidéo qui montrait des otages, dont Elliott. Et ceux qui sont Cette vidéo a été diffusée en 2017. Exactement. Et ceux qui sont dans le domaine disent que quand ce genre de vidéos sortent, en même temps, c'est une information et un appel à la négociation pour poser des conditions. C'est aussi une preuve qu'il vit. Mais si vous avez besoin de lui, voici les conditions. Ils savent à qui ils s'adressent et en général, bon voilà. Donc, ce n'est pas que, peut-être qu'au plus haut sommet, les gens savent où il est, mais les conditions et tout. Bon voilà. Donc, bref, l'essentiel a été libéré. L'information nous a été donnée par des médias étrangers. Et puis,
C'est quand il est arrivé là-bas que l'information est sortie. C'est-à-dire, certainement, c'est une opération qui a été menée dans la plus grande discrétion possible. Est-ce que le Burkina a été associé? Est-ce que c'est le Mali? Ou est-ce que c'est le Niger? Parce que vous ne pouvez pas réussir ce genre d'opération sans la collaboration d'au moins un État ou parfois même de 2 États. C'est très difficile de monter une opération pour aller libérer. Donc, est-ce que de la rançon a été versée ou bien c'est un commando? Les autorités australiennes disent que non. Il n'y a jamais eu une autorité qui ait dit que la rançon a été versée. Jamais. Personne, aucune autorité n'a jamais accepté, assumé les questions de rançon. Jamais. Même quand nous, à un moment donné, on partait récupérer des otages, cette question de rançon, la question a toujours été posée, elle a toujours été niée, jusqu'à ce que certaines sources confirment qu'il y a eu de la rançon et donnent une idée d'ailleurs des montants. Voilà. Donc, ou bien c'est un commando spécial que son pays a commandité pour aller le libérer, comme les Américains et les Français l'avaient fait au niveau du Sahel burkinabé, pour libérer ceux qui avaient été pris dans le parc W à la frontière Bénin. Je ne sais pas. Donc la réalité, ce qui est essentiel, c'est sa libération. J'ai dit, c'est un ouf de soulagement, parce qu'à cet âge-là, être entre des mains de ravisseurs, après avoir bâti pratiquement toute votre vie dans un pays comme le Burkina Faso, que vous avez tant aimé, tant chéri et soigné en tant que chirurgien, et puis après, vous êtes séparés de vos siens, et bon, voilà quoi. Donc libération, et puis c'est un ouf de soulagement, surtout pour sa famille. J'ai dit, à cet âge-là, c'est une libération pour tout le monde. Une libération pour tout le monde et un ouf de soulagement. Espérons que Dr Kenneth Elliott se porte bien et qu'il reste encore longtemps avec nous en Australie, et puis on verra par la suite ce qu'il décide de faire. En tout cas, parlons à présent des crises sociopolitiques au Burkina, puisque la commémoration le 16 mai dernier de la journée internationale du vivre ensemble en paix a servi de cadre pour l'installation du comité interministériel d'indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des différentes crises sociopolitiques qui ont perturbé la République depuis son indépendance en 1960. Et pour vous, Inoussa Ouedraogo, est-ce un acte déterminant pour mener à bien le chantier de la réconciliation nationale nécessaire au Burkina? Oui, c'est toujours une bonne chose qu'on veuille réparer l'ensemble des torts causés à des citoyens burkinabés à un moment donné de l'évolution historique de notre pays, parce que Dieu seul sait qu'il y en a eu. Il y avait des milliers de dossiers au niveau du HCRUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui a malheureusement été dissous. On ne sait pas pour quelle raison. Quelqu'un qui travaille au HCRUN me disait que aujourd'hui le HCRUN a besoin même d'être réconcilié aussi avec le pays, parce que la façon dont cette institution a été balayée a créé beaucoup de frustration dans la maison, et il y a des torts qui devraient être réparés. Ça intervient également dans un contexte où on a supprimé le ministère en charge de la réconciliation nationale, et ça intervient enfin dans un contexte où on a aussi supprimé le Haut Conseil du dialogue social. Et toutes ces structures étaient des instruments qui contribuaient en tout cas à la réflexion pour la réconciliation des Burkinabés. Et que ces structures aient été supprimées de cette façon-là, sans bilan, sans qu'on ne sache pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient inopérants? Est-ce que c'est parce qu'ils coûtaient très cher? Quelles sont les raisons qui ont prévalu? On ne nous a donné aucune raison. Ça semblait donner le sentiment que la question de la réconciliation nationale n'était pas une priorité. Mais quand on revient en tout cas avec l'idée de rendre justice d'une manière ou d'une autre, d'indemniser donc toutes ces personnes-là, je pense que c'est une bonne chose, et on espère vraiment que ça va contribuer à apaiser les cœurs, ça va contribuer à favoriser le vivre ensemble, parce que plusieurs Burkinabés ont été malheureusement dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien, ou pour des raisons politiques, ou pour
d'autres raisons ont vu donc leur matériel ou leur carrière complètement détruit, leur vie complètement détruite. Et donc je pense que c'est une excellente chose, mais il faut que cela s'incruste dans un programme global de réconciliation vrai, véritable, sincère, où on se dit les vérités, mais qu'on fasse en sorte que plus jamais cela n'arrive dans notre pays. C'est surtout les enseignements à tirer, à mon avis, qui est le plus important. Mais malheureusement, quand on regarde le fonctionnement au quotidien, on se rend compte que demain n'est pas la veille. L'idée d'indemniser donc les personnes, ça peut prendre du temps, parce que plus on indemnise aujourd'hui, mais en même temps, on est en train de créer les conditions pour fabriquer d'autres victimes, et c'est dommage. Et il ne faut justement pas créer d'autres victimes. En tout cas, a notamment indiqué la ministre chargée de l'action humanitaire, Nandi Somé. Le comité mis en place devra analyser tous les dossiers des victimes éligibles à l'indemnisation, échanger avec certaines victimes afin de s'accorder sur de nouvelles propositions pour le paiement des dossiers objets de grief, faire des propositions de paiement pour les dossiers enregistrés au HCROUN, c'est-à-dire le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, après le dépôt de son rapport général au ministère chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Bernard Gouma, on met donc ce dossier indemnisation sur les rails, finalement, pour enclencher le processus de réconciliation corrigé par le nouveau pouvoir, puisqu'on était dans une trajectoire avant, et puis apparemment on a relégué toutes ces questions à une entité ministérielle, ou plutôt on a relégué toutes ces questions dans un ministère qui n'a plus les pleins pouvoirs pour ne traiter que de cette question. Oui, exactement. Alors que sous le deuxième mandat du président Kaboré, il y a un ministère qui avait été dévolu à cela, qui avait fait un travail et qui avait d'ailleurs programmé le forum, pour ne pas dire les assises, pour voir comment est-ce que, quel mécanisme les Burkinabés ensemble vont décider pour la réconciliation nationale étape après étape. Et donc des missions déjà avaient été lancées, des contacts avaient été pris. M. Diabré qui était à la tête de ce ministère a séjourné à Abidjan. Ensuite, des contacts téléphoniques ont eu lieu avec Yacouba Isaac Zida. Son passeport diplomatique d'ailleurs lui a été expédié. C'était toujours de préparer et des contacts avaient été pris avec les familles des victimes pour préparer effectivement la réconciliation avec un mode opératoire très bien ficelé, où les uns et les autres sont d'accord avec le process. Parce que si le process n'arrange pas tout le monde, c'est pas aussi évident. Donc on a vu les réconciliations événementielles parfois forcées entre griffes, et ça donnait ce que ça donnait. Après, il y a eu le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba à son temps, Sandago quand il est arrivé, qui a également créé un ministère avec Yoro Boli, qui a aussi commencé un travail qui va être stoppé quelques mois après avec Ibrahim Traoré et ses hommes, capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, qui disent également que la question de la réconciliation n'est pas reléguée au second plan, même s'il n'y a plus de ministère qui s'en occupe, mais un ministère qui s'occupe d'autres affaires en plus de cela, naturellement. Le secrétaire technique. Voilà, mais en ce moment, qui crée un secrétaire technique qui va s'en charger. Donc il y a un secrétariat technique qui s'occupe de ces questions-là, pour pouvoir. Parce que si on ne confie pas ça à un service à part entière, ça va être très compliqué, parce que c'est un ministère qui a beaucoup de choses à faire dans ce contexte-là. Donc, effectivement, on regarde. Mais les indemnisations font partie de ce qu'on appelle les réparations. En général, ça intervient après le jugement et tout. Et puis, ça vient comme des actes de réparation. Il y a eu du tort qui a été causé. Des gens vous ont fait, la justice vous a été rendue. Et maintenant, voilà ce que vous avez droit. Donc, si on met la charrue avant les bœufs, ça risque de ne pas marcher. Sous le président Blaise Compaoré, on a vu également ce modèle comment on appelle ça, un modèle d'indemnisation qui n'a pas marché parce qu'il y a des familles qui ont carrément refusé. Des familles ont dit, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de l'argent, c'est de savoir ce qui s'est passé. Et des familles ont dit, nous savons ce qui s'est passé, mais on a menti sur la victime. On a menti sur notre papa, sur notre cousin. Les causes du décès tels qu'annoncés ne sont pas vrais. Ce n'est pas exact. Donc quand vous tirez quelqu'un,
qui marchait et vous dites que ces tentatives de fuite, vous avez menti sur son corps. Vous avez menti sur le cadavre. Nous, ce que nous demandons, c'est que l'État reconnaisse que c'est un mensonge. Parce que quelqu'un est sorti au nom de l'État avec l'habit de président de la République et dire ça. Et donc nous ne sommes pas d'accord. Parce que c'est au nom de l'État. Jusqu'à présent, ces familles attendent. C'est des cas. D'autres ne savent même pas où sont les tombes. Par exemple, vous prenez Dabo Boukari, c'est tout récemment que la famille a découvert qu'il n'est même pas enterré à Ouagadougou. Donc dans ces conditions-là, cette indemnisation, vous prenez ça pour faire quoi? Vous n'avez pas fait le deuil, vous ne savez même pas où il est enterré. Qu'est-ce que vous faites avec? Donc il y a des familles qui disent on ne veut pas. Parce que la priorité, c'est pas ça. On répare quoi? Ce qui est gâté? Mais qu'est-ce que vous avez gâté pour qu'on puisse réparer? Donc il y a des familles qui avaient dit qu'elles ne veulent pas. J'ose espérer que la nouvelle formule prend en compte un certain nombre de faits pour qu'effectivement on n'ait pas encore à vouloir réparer, parce que là également vous créez davantage la frustration qu'il faut réparer encore. En plus du premier tort, si vous créez de la frustration, vous êtes encore obligé de revenir et réparer ça. Malheureusement, au fur et à mesure que les dirigeants se succèdent, on fabrique de nouveaux cas de réconciliation à gérer, à mettre sur la table. Et le nombre de dossiers, ça s'élargit. Sous la transition, la Commission nationale de la réconciliation et de la réforme, présidée par l'archevêque de Bobo Dioulasso, avait laissé plus de 5000 dossiers dans la corbeille. Il a dit qu'il faut les vider, sinon, tôt ou tard, ça va rattraper le Burkina. C'est qu'après ça, de nouveaux dossiers se sont ajoutés sous le MPP, sous Damiba et peut-être sous Traoré. Donc la réalité, c'est que on n'a pas encore vidé l'ancien dossier, on crée de nouveaux dossiers. Donc, je dis bien, j'ose espérer que toutes les garanties ont été prises, toutes les mesures ont été prises pour qu'on n'ait pas encore de bruit dans cette affaire d'indemnisation. Mais connaissant la posture de certaines familles, parce que la vérité n'a pas encore été dite sur le crime, connaissant la posture de certaines familles, c'est pas évident. C'est pas évident, nous dit juge Bernard Bougma, mais je crois que c'est tout ce travail que doit faire ce comité mis en place. On le verra donc à l'œuvre. C'est ce que dit Nandi Somé, la ministre chargée de l'action humanitaire. En tout cas, 10 milliards de francs CFA sont prévus pour solder cet aspect de la réconciliation nationale. Il faut espérer que... Et puis, c'est un dossier qui prend en compte toutes les crises enregistrées au Burkina depuis l'indépendance en 1960. Donc il faut espérer que ce communiqué de travail a apaisé les cœurs, comme le dit donc son président, donc apaiser les cœurs de toutes les personnes affligées ou affectées par les différentes crises sociopolitiques survenues au Burkina depuis 1960. Rapidement, Geoffroy Bara. Bon, comme vous dites rapidement, ok, c'est vrai, 10 milliards, on l'entend, mais comme nous ne sommes pas des auditeurs oublieux de notre histoire et même récente, on va rappeler aussi un autre chiffre, c'était plus de 65 milliards. On était en juin 2022, il n'y a même pas encore un an. C'était le ministre de la Réconciliation nationale qui rencontrait les associations de victimes. C'était même sur la même période 2015. C'était 1960-2015. Et ils avaient censé, sur le travail du HCOUN qui s'était achevé, je pense, en octobre 2021, près de 5600 cas, on va dire non individuels, et puis 30 000 cas individuels. C'est tout ça qui faisait, en termes de solde sur le plan, sur la indemnisation, un peu plus de 65 milliards de francs CFA. Quand vous avez rencontré ces gens, vous leur avez dit ça. Bon, aujourd'hui, on dit qu'on va donner 10 milliards. Est-ce qu'il y a eu un tamis, lequel et comment? Comme vous avez dit d'aller rapidement, nous on espère que, c'est-à-dire que ça ne vient pas ouvrir des plaies et créer d'autres problèmes, et que le procès se fasse très bien. Il y a HCOUN qui a travaillé, malgré ce qu'on disait sur l'institution, en tout cas, à bien élaguer ce qui concernait ces dossiers-là. On l'a fait disparaître. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'on prend la suite et puis sur la base de quoi. A fait son rapport, a déposé son rapport au niveau du ministère chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Donc, ces dossiers sont donc aux mains de l'actuel secrétariat technique chargé de la question. Si
je suppose. Mais j'ai rappelé que les chiffres d'il y a un an. Donc on attend de voir tout ça. On verra ce qui se passe avec les milliards, mais nous allons faire un petit détour à la régie avant de poursuivre cette audience. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et le parrainage du président de Vista Group Holding, Ouagadougou abritera la 7e édition du Forum multisectoriel de développement des entreprises Africalia 2023. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Africalia se tiendra du 24 au 26 mai 2023 au Centre international des conférences de Ouaga 2000. Africalia 2023, c'est plus de 500 chefs d'entreprise originaires d'une vingtaine de pays, 5000 rendez-vous d'affaires personnalisés, une présence remarquable d'institutions financières internationales de référence, un panel sur les outils internationaux de financement des projets privés et les grands projets structurants dans l'UMOA. La grande innovation de cette 7e édition est le concours Startup Africalia 2023 qui récompensera les meilleurs projets innovants. Africalia, faire le tour du monde en 48 heures. C'était donc une petite récréation institutionnelle et informative qui vous permet aussi de communiquer au cours de nos audiences qui reprennent pour celle d'aujourd'hui avec les juges du tribunal de l'actualité. On reste sur le chapitre du vivre ensemble de la cohésion sociale au Burkina pour évoquer la journée de jeûne et de prière décrétée par le gouvernement pour ce 20 mai. Le 20 mai, c'est juste demain. Comment appréciez-vous cette initiative prise le 3 mai dernier, Younoussa Ouedraogo, lors du traditionnel Conseil des ministres? J'avoue que j'étais très surpris. Et Président, je vous dis, moi j'ai peur. J'ai peur parce que, vous voyez, quand vous envoyez votre malade à l'hôpital, et qu'un groupe de médecins se mettent autour du malade et commencent à travailler. Et puis après, ils sortent, ils vous disent, les gars, commencez à prier et à jeûner. Ça veut dire que la situation devient plus grave. Et c'est ça qui me fait peur. On a fait un coup d'État en 2022 parce que des médecins s'étaient penchés sur le cas du Burkina pendant 5-6 ans et ils n'ont pas été à mesure d'apporter des réponses. Et des militaires ont estimé qu'il fallait qu'ils prennent leurs responsabilités, ils l'ont fait. Et puis plus tard, en cours de route, c'est-à-dire donc en septembre, d'autres militaires se sont invités dans la danse, estimant que le médecin qui était au chevet du Burkina était en train de prendre des voies qui allaient nous conduire vers d'autres inconnus. Et ils se sont à nouveau assumés. On a mis en branle d'autres dispositifs et on nous a démontré que tout semble aller et que progressivement nous sommes en train de récupérer des parties de notre pays et que la guerre même ne faisait qu'à peine commencer parce que nous étions qu'à l'introduction. Et puis en cours de route, on nous dit prier et jeûner alors qu'on venait de sortir du Ramadan et du jeûne chrétien, où les gens au quotidien ont prié et jeûné. Voilà pourquoi j'ai dit j'ai peur. Et encore que on est tous croyants, on croit tous à la prière et à la puissance de la prière. Mais quand un gouvernement prend ce genre de décision dans un État laïque, ça commence à poser problème. J'aurais compris même que le gouvernement démarche les entités religieuses, les différentes entités religieuses, les coutumiers, etc., pour qu'ils continuent de prier et implorer les mannes de nos ancêtres, afin donc que la paix revienne dans notre pays. Mais quand la décision se prend en Conseil des ministres, comme ça a été le cas sous Roch Kaboré, comme ça a été le cas sous Damiba, et que sous Ibrahim Traoré, on prend la décision de façon institutionnelle de demander aux Burkinabés de jeûner et de prier, ça veut dire qu'il y a problème et que le mal ne fait que s'aggraver. C'est pour ça que je dis, il nous faut vraiment prendre la grave décision, à mon avis, de reconvoquer les forces vives de la nation telles qu'on l'a fait en octobre pour discuter des faits, pour pouvoir faire le point au peuple et dire réellement ce qui va et ce qui ne va pas. Parce qu'il me semble qu'il y a des choses
qu'on ne nous dit pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on fasse le point de la situation au nom de la redevabilité et de la transparence. Mais quand on dit que tout va bien et qu'on nous dit au même moment de prier et de gêner, moi je commence à m'interroger et je veux que nos autorités aussi nous disent la vérité et la réalité des choses. Alors, juge Inoussa Ouedraogo qui s'interroge et qui dit qu'il a peur, mais est-ce que l'un exclut l'autre forcément? Je crois que c'est une initiative gouvernementale qui vise à amener chacun à se pénétrer davantage de la situation et, selon ses croyances, à être solidaire de ce qui se passe. D'ailleurs, les chefs traditionnels ont pris à leur compte cette initiative gouvernementale et continuent à associer des rites, incantations et sacrifices au mal des ancêtres, donc en quelque sorte pour exorciser le mal dont souffre le Burkina. Bernard Bougman. Oui, en fait, quand vous entendez de tels propos, vous ne savez pas quel bout attraper. Parce que autant que nous sommes, si on n'entre pas dans la mosquée, on rentre dans une église, ou bien on s'adresse comment on appelle ça, à d'autres entités avec un poulet ou un animal de sacrifice, parce qu'on a épousé l'une ou l'autre religion. Donc déjà, ils sont nombreux les Burkinabés. En tout cas, ceux qui se refusent d'être d'une religion ne sont pas nombreux. J'en connais pas beaucoup qui assument, ils disent bon, moi je ne fais pas si, bon voilà. Chacun en tout cas est accroché à une religion. Il y en a peut-être qui ne font pas partie de l'OGD, mais ils ne sont pas très nombreux. Donc en principe, nos prières, nos incantations devaient monter sans qu'il n'y ait de problème. Mais la réalité c'est quoi? Vous avez des gens qui sont dans la même enceinte religieuse, mais pour le même problème sociopolitique, ils ne pensent pas de la même façon. Il y en a qui prient pour qu'un régime tombe dans la même enceinte, dans le même lieu de culte. Il y en a aussi qui prient pour que le régime reste en place. Donc ils sont divisés dans leur cœur et dans leur âme. Comment est-ce que leur prière va monter? C'est pas possible. Parce que le minimum pour qu'une prière monte, c'est quand il y a une union des cœurs. Et tous les livres se le disent. Si vous n'êtes pas unis de cœur, vous n'avez pas les mêmes objectifs, quelle que soit la qualité de votre prière, ça ne va pas monter. Parce que vous mentez, vous ne vous dites pas la vérité. Puisque vous ne vous aimez pas, et vous prétendez prier un Dieu pour qu'il vous exauce dans votre situation. Non. C'est ça la complexité de la situation. Sous le MPP, ces mêmes choses avaient été demandées. Les Burkinabés ont raillé le MPP, se sont moqués du président Kaboré et de ses hommes en son temps. Quelque temps après, quand ils sont arrivés au pouvoir, les mêmes qui avaient critiqué cette façon-là sont revenus également sur leur page Facebook pour nous demander de prier. Comme si ils ont oublié qu'eux nous avaient dit que la prière n'était pas une solution. Donc, tour de raillerie. Aujourd'hui, Ibrahim Kaboré et Traoré et ses hommes demandent de prier. On a également les mêmes sons de cloche. Mais quand vous regardez les profils, en fait, vous n'arrivez pas à savoir finalement qu'est-ce qu'on veut. Puisque vous avez dit que c'est pas bien. À un moment donné, vous aviez dit c'est bien. Aujourd'hui, vous revenez pour dire que c'est pas bien. Donc, on est dans ce faux-là, dans ce mensonge-là. Et on veut que nos prières soient exaucées. Non. Sinon, qui parmi nous, quand il a un problème, ne s'adresse pas à un Dieu en fonction de la religion qu'il prie? Il n'y en a pas. Nous prions individuellement. Quand on a un problème et on estime que la solution est spirituelle et elle n'est pas physique, on cherche une solution spirituelle. Si on a un mal de tête, on cherche du comprimé. Si on a un mal de ventre, on cherche autre chose. On cherche un produit de mal de ventre. Mais à un moment donné, on se rend compte, on se dit, cette pathologie-là, c'est miraculeux. Les examens n'ont rien donné. Les examens cliniques n'ont rien donné. Pourtant, le mal est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas penser à une autre solution? C'est une solution spirituelle. C'est une solution de prière ou d'égorger poulet ou bien aller chercher autre chose. Nous prions individuellement. Donc pourquoi à l'échelle nation, on ne pourrait pas se dire que notre problème peut être spirituel? Je ne sais pas. Plusieurs pays ont ce lien. Pourquoi les États-Unis, le serment, il y a une Bible qui a ajouté à cela. Pourquoi l'église orthodoxe est très liée au pouvoir russe? Pourquoi dans les pays arabes, le roi fait office en même temps de guide religieux? Et pourquoi on les caricature? Pas parce qu'il fait ses représentants de... Voilà, donc on ne peut pas.
Nous, on a coupé. Finalement, on ne sait pas. Nos racines sont immergées dans quel sol? Et malheureusement, sur les questions qui devraient faire l'unanimité, même au niveau de la République, on n'arrive pas à s'entendre. Donc pour la prière, c'est la même chose. En fait, c'est cette théâtralisation-là qui, moi, me fait sourire. Donc ce n'est pas que l'initiative n'est pas bien, parce que autant que nous sommes, il y a rares qui ne prient pas quand ils ont des problèmes. Mais quand il s'agit à l'échelle nation, on commence à dire non, ce n'est pas la peine, c'est ceci ou cela. C'est vrai, on est laïque, mais on a dit chacun n'a qu'à prier dans sa religion. Donc, en principe, de mon point de vue, si c'est pour le Burkina que nous aimons tant et nous chérissons, il ne devrait pas avoir de problème. Mais en même temps, on se pose la question de la sincérité de ceux qui demandent ces prières, de leur bonne foi et de ceci ou de cela. Donc, on est plus sur ces questions que l'essence même de ce que la prière pourrait apporter à une nation et à des hommes quand ils ont des problèmes. Mais nous sommes au Burkina. Donc tous ces sujets à polémique. Donc par rapport à cela, est-ce que la prière est une solution? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, les Burkinabés prient. Mais on a l'impression que depuis 8 ans, leur prière ne monte pas. Donc ce n'est pas la prière le problème. C'est eux-mêmes, ils ont un conflit interne que s'ils n'ont pas réglé, ça ne va pas monter. Puisque les Saintes Écritures disent clairement, toute nation divisée contre elle-même tombe en ruine, quelle que soit la qualité de ses prières. Il faut donc s'unir dans la prière, et on nous demande aussi de jeûner. Alors nous allons jeûner demain 20 mai. Et de toute façon, on a l'impression que le ministre de la fonction publique, Bassolman Bazié, a été entendu par les chefs traditionnels, puisqu'il s'associe à cette journée une cérémonie de rite, d'incantation et de sacrifice. Geoffroy. Oui, c'est vrai qu'il y avait la rencontre entre le gouvernement, en tout cas une bonne partie, et puis les différentes composantes de notre vie politique, sociale et tout. On se rappelle bien, et le ministre Bassolman Bazié a rappelé qu'il ne comprenait pas, en tout cas ceux-là qui étaient dépositaires de la tradition, parce qu'ils ne sentent pas leur implication. Depuis là, ils lui disaient, quand ils égorgent leur poulet, là, le sang ils versent parce qu'ils ne sentent pas et tout. Donc il y avait comme un appel direct et puis une pression directe. J'espère que ce n'est pas l'appel ou la pression qui fait, parce que j'ai regardé aussi un spot publicitaire sur évidemment cette journée-là où il y aura des libations et tout. Mais moi j'ai dit aussi, vous savez, ceux qui ont quitté leur zone, les déplacés internes sont bien placés pour nous faire comprendre des choses. Où ils sont quittés, il y avait des mosquées, il y avait des coins où on faisait des libations, il y avait des églises, il y avait tout ça. Et je rejoins Bernard, il y avait tout ça, mais ça n'a pas sauvé. Les prières n'ont pas commencé aujourd'hui, mais ça n'a jusque-là pas sauvé. Et je rejoins aussi Inoussa, parce que c'est vrai qu'Inoussa parle du médecin, les médecins qui se sont relégués, mais là on est parti maintenant aux spécialistes, parce qu'on a dit ce qu'on a comme problème c'est la guerre, et jusqu'à on a appelé le militaire maintenant même à venir. Et quand le militaire est venu, on l'a adoubé. Ils ont tous été adoubés au début, mais on se rend compte, comme avec Damiba, qu'il y avait des limites. Aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre qui vient nous dire maintenant de prier. Le problème, c'est lorsque celui qui est venu ausculter, celui qui doit prescrire et celui qui doit traiter, vous demande d'invoquer autre chose, c'est là où ça commence à vous mettre en crainte. Et ce qui vous demande d'invoquer, c'est ce que vous invoquiez déjà. Parce que je ne vois pas autour de cette table, je ne vois pas ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui ne prie pas à chaque fois pour que le Burkina là recouvre sa paix. On le fait. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Moi, c'est la bonne question. Et pourquoi est-ce que maintenant ça va marcher? C'est la bonne question. Parce qu'il faut changer d'attitude. Et comme a dit Bernard Bougma, il faut unir le cœur, c'est ça? Oui. Mais c'est comme disait, j'aime bien cette citation-là de, comment il s'appelle, Martin Luther King, c'était la journée du vivre ensemble en paix. Oui. Il a résumé les choses ainsi. C'est dit, soit on vit en bonne intelligence, et puis ça va, ou bien on meurt ensemble comme des idiots. On vit ensemble comme des frères. On vit ensemble comme des frères ou on meurt ensemble comme des idiots. Mais pendant qu'on a un ennemi commun, comment on se comporte nous-mêmes entre nous ici? Certains légitimes, qu'on voue certaines hégémonies parce que ceci, parce que cela. Donc lui n'est pas burkinabé parce qu'il a dit ceci, il n'a pas dit cela. Il n'est pas patriote, lui il est ceci, il est cela. C'est ça. Maintenant après, on vous dit, vous tous venez, on va prier ensemble.
il y a comme, comment dire cela, il y a comme une insincérité. Je pense que c'est ça qui est le cœur de notre problème aujourd'hui. Évoquer, c'est-à-dire que la guerre, on sait qu'elle est physique, elle est métaphysique, elle est spirituelle. Mais tout ça là, ça se fait sur une base commune, il y a un dénominateur commun qui est celui de la sincérité. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on appelle promptement à la prière. Mais c'est une autre expression pour dire que l'heure est grave. Quand certains ont dit, voilà un nombre de morts qu'on a, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas que la nation marque une halte pour dire un deuil national? Ils se sont fait lyncher. Tout à l'heure, Inoussa en parlait. On a l'impression que la mort devient banale. On a eu combien de morts à Karma? C'est des Burkinabés. On est resté dans des non, c'est ceci, non, on a oublié que c'est quand même 140 Burkinabés qui sont tombés, qui sont morts. C'est des Burkinabés qui sont morts. C'est-à-dire on a oublié les cadavres. On est en train de faire des débats sur autre chose. Parce que chacun voit cela comme quelque chose d'ailleurs. Si c'était chez lui, il allait demander, mais c'est quoi votre débat? Pensez à mes morts, qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est passé comme si c'était un sujet polémique. On est plus resté sur la polémique que sur autre chose. Aujourd'hui, on a le dernier deuil national, je ne sais pas, c'était un gars, non? C'était combien de morts? 60, on dit pratiquement 80, bon, quelque chose comme ça, on tournait autour. En tout cas, je pense que c'est l'officiel, je ne sais plus. Mais ce qui s'est passé à Kama, c'est passé comme ça. Donc si on ne veut pas être honnête avec nous-mêmes, où on dit à tout le monde, venez à un moment donné marquer une halte, alors qu'il y a certains qui ont été meurtris, qui ont été dans des situations très douloureuses, et là on n'a pas senti la même chose, on n'est pas sincère. Prier c'est bien, en tout cas invoquer c'est bien, Dieu ou les ancêtres, mais il y a toujours ce qui est dur. Au début et à la fin et au milieu, c'est la sincérité. Si vous ne l'avez pas, on va multiplier les prières et puis ça ne va pas avancer. Alors qu'il ne faut pas qu'on multiplie les prières pour que ça ne s'arrange pas. Union de cœur, jeûne, prière, mais sincérité dans la démarche, sincérité de chacun et de tous pour arriver à la cohésion sociale tant souhaitée. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la dernière de la 20e semaine de l'année 2023 et avec les juges, nous avons parlé de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de prière et de jeûne. Merci, juge Bernard Bougman. Merci. Merci, juge Geoffroy Varaille. Merci, juge Inoussa Ouedraogo. Merci également aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Aimé Zoundi et Joël Eliou à la télévision et par Alphonse Téduit à la radio. Toute notre reconnaissance à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage et courage à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades. Et n'oublions pas que nous devons tous vivre les uns avec les autres et non les uns contre les autres. Le tribunal de l'actualité revient la semaine prochaine, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.